services. On va passer une petite heure ensemble pour balayer un peu l'écosystème. Avant ça, je me présente rapidement. Nicolas Josviac, directeur de projet chez Exebia Studio et programmeur encore. Et pour ceux que ça intéresse, il y a mon GitHub et Twitter si vous voulez entrer en contact avec moi. Donc les microservices, gros sujet du moment, même de cette dernière année. C'est un peu le buzzword, on en entend beaucoup parler. Certains pensent que c'est un terme bullshit. Peut-être effectivement, je vous laisse l'interpréter comme vous voulez. Mais le fait est qu'on en parle, il y a des choses qui se passent dans notre écosystème. Il y a des projets qui l'ont mis en place, des grosses structures qui le mettent en place. Et on va voir ensemble pourquoi on en arrive à ces microservices et comment les mettre en place. Donc le plan rapidement, on va définir ensemble ce que sont les microservices afin qu'on parle tous de la même chose. Je vais être sûr qu'on partage la même façon de voir les choses. Pourquoi les microservices? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi ce besoin dans les sociétés de le mettre en place? Ensuite, on va voir les challenges organisationnels et techniques que vous allez devoir adresser si vous vous lancez dans l'aventure. Et enfin, je vais vous proposer un plan de mise en place de migration de microservices d'un système legacy de votre SI si vous voulez aller vers ce type d'architecture. Donc, définition. Je ne me suis pas compliqué la vie. J'étais voir sur Wikipédia. Donc, je vous laisse parcourir la définition. Hein, je ne vais pas la passer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un microservice, c'est un petit processus qui est indépendant, faiblement couplé aux autres services et qui peut être langage agnostique. Donc, définition très simple. Je préfère une autre définition qui est encore plus simple, qui a été édictée par Adrian Cockcroft. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien CTO de Netflix qui a mis en place toute cette architecture microservice au sein de Netflix. Et donc, qui résume cette définition en deux phrases. Donc, c'est de la SOA qui est faiblement couplée et qui doit avoir des bounded context. Donc, je m'attarde rapidement sur ces deux aspects. Donc, faiblement couplé, j'en ai déjà parlé avec la précédente définition, c'est qu'on a très peu de liens entre services et même au niveau de leurs propres données. Et bounded context, ça vient de la notion de domain-driven design, qui dit que, en fait, on va isoler le fonctionnel dans chaque partie et chaque entité classe va résoudre un problème fonctionnel en particulier. On va vraiment s'attacher à ça. Et qui gère aussi ses propres données. Très important. Pourquoi les microservices? Pourquoi tout ce mouvement-là? Vous n'êtes pas le seul à le savoir, les besoins IT augmentent sans cesse, tout s'informatise autour de nous. Yves Cazot, ce matin, en parlait, on est dans un monde qui va très vite, on retrouve de l'informatique partout. Les budgets alloués dans les entreprises sont colossaux dorénavant. En parallèle de ça, on a des clients qui deviennent de plus en plus exigeants. Là où il y a 10-15 ans, on pouvait tolérer qu'une page web se charge, je caricature, en 2-3 secondes. Maintenant, c'est limite intolérable que ça prenne plus de 200 millisecondes. Donc, il faut aller très vite. Ça rejoint l'aspect concurrentiel. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. Si on veut rester sur le marché, il faut pouvoir se démarquer de ses concurrents et dégainer le plus rapidement, mais dégainer bien, comme il faut. Et ce n'est pas forcément très simple. Du coup, c'est les premiers éléments de réponse, pourquoi on en arrive à ces microservices. Autre point un peu plus technique, les applications monolithiques sont complexes. Je parle de grosses applications. Pour les petites applications, ça fait très bien le travail. On peut toujours les utiliser, hein, pas de problème. Pour les grosses applications, pour ceux qui ont travaillé sur des énormes systèmes d'information, on a tous connu les fameux effets de bord où je modifie une partie fonctionnelle, ça impacte une autre partie fonctionnelle qui n'avait rien à voir. On ne comprend pas pourquoi, on va mettre plusieurs semaines à débugger. La maturité des technologies et les langages associés ainsi que les bases de données ont beaucoup évolué ces dernières années. On a les IDE qui supportent énormément de langages. Niveau base de données, on a du NoSQL maintenant avec plusieurs types, formats de données supportés. Et maintenant, on parle plusieurs langages. Les langages se connaissent les uns les autres. On a plusieurs façons de faire. Tout ça fait que maintenant, on tend vers plein de services différents avec leurs propres caractéristiques. Et dernier point aussi, je reviens sur la maturité des technologies. Tout ce qui est asynchronisme, les technologies permettent d'y accéder plus facilement. Là où il y a 10 ans, c'était assez compliqué d'en faire. Maintenant, on a pas mal de couches d'abstraction. Je pense à des frameworks comme Akka qui nous permettent d'abstraire toutes ces problématiques-là et qui nous simplifient vraiment la vie.
Un exemple de client le plus connu, hein, Netflix. Pourquoi ils ont choisi de migrer en microservices? Alors Netflix, il faut savoir qu'ils ont énormément de membres. Ils ont 57 millions de membres, 1 milliard d'événements par jour à gérer, ce qui est assez colossal. Et donc ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Mais ils avaient anticipé ça il y a quelques années. Donc Adrian Cockcroft avait anticipé ça en disant oui, mais le problème, c'est que si on veut rester en compétition par rapport à d'autres acteurs et gagner donc ces fameux clients, va falloir déployer rapidement, développer très vite. Et pour ça, on va faire les microservices. Et ils avaient vraiment ce besoin-là. S'ils étaient dans les classiques plans de release où on déploie 2-3 fois dans l'année et c'est champagne à chaque fois, parce que on tremble à chaque fois qu'on clique sur le bouton pour déployer. Eux, ils ont dit non, nous on veut plus rester comme ça, on a besoin d'aller très vite. Et donc si, je suppose qu'il y a des utilisateurs de Netflix dans la salle, tout ce qui est proposition de vidéos, recommandations de vidéos, etc., il y a énormément de microservices derrière. Pour les plus curieux, je vous invite à regarder leur arbre de dépendance de services. C'est assez colossal pour un écran ce qui est affiché. Bien entendu, il y a d'autres clients qui utilisent les microservices. Hein. Gilt, qui est peut-être moins connu, qui est aux États-Unis. Ingenico, pour ceux qui ont vu le Rex ce matin. Il y a bien sûr d'autres acteurs comme Twitter et Amazon. Alors, si vous décidez de vous lancer dans l'aventure des microservices, vous allez devoir adresser des problèmes organisationnels. Dans les microservices, on parle souvent de la loi de Conway. Peut-être vous l'avez déjà entendu parler. En résumé, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le système que vous allez produire va être le reflet de la communication que vous avez au sein de votre organisation. Donc ça, c'est la théorie. Et il se trouve que c'est souvent vrai, en fait. Si vous faites il y a des cloisonnements, des silos, la communication passe moins bien et du coup, c'est un peu le chaos. Du coup, premier challenge, ça va être de favoriser cette communication, l'améliorer. En effet, lorsque vous allez vous mettre plusieurs services, il va falloir parler aux petits copains, dire oui, j'ai créé un nouveau service, comment est-ce qu'il est accessible, qu'est-ce qu'il fait, faire du référencement. Mais plus généralement aussi, vous allez devoir rentrer en communication avec le marketing et vos clients. En effet, si vous allez très vite à déployer des services, faut bien prévenir les clients qu'il y a des nouveaux services à disposition. Sinon, ça ne sert à rien ce que vous allez faire. Vous allez perdre des parts de marché. Le but du jeu, c'est d'aller encore plus vite. Les compétences. Donc, dans microservices, on disait il peut y avoir plusieurs langages, plusieurs types de bases de données. Il y a beaucoup d'infrastructures à faire. J'y reviendrai un peu plus loin sur l'infrastructure. Et du coup, ce sont des compétences que vous n'avez pas forcément dans vos équipes. Ce sont des compétences à acquérir. Soit vous trouvez les bonnes personnes pour, soit vous les faites monter en compétences. Et trouver des personnes qui sont capables de faire aussi bien de l'Ansible sur Amazon que de la programmation fonctionnelle en Scala, ça ne court pas forcément les rues. Souvent, ça existe, hein, mais vous ne les avez pas forcément tout de suite sur place. Au niveau des équipes, donc Seven, juste avant, on parlait un peu. J'ai mis une organisation classique qui fonctionne correctement. Hein. Donc, on a des product managers, product owners qui travaillent avec des devs, ensuite qui travaillent avec des équipes de QA pour tester l'application, et ensuite, ils vont donner ça à des ops. Ces gens-là communiquent, ça se passe très bien, etc. Si vous voulez travailler en mode microservice, on préconise d'aller dans ce sens-là, donc de mettre tout ce qui est technique, toutes les personnes techniques dans une même équipe physiquement, donc mélanger les compétences de test, d'ops et de développeurs. C'est très important parce que sinon vous allez encore une fois créer des silos et ça va prendre beaucoup de temps. Le but du jeu, c'est d'aller très vite. Si on va un cran plus loin, on abstrait un peu tout ce que je viens de dire. Au final, c'est de la culture d'entreprise. On parle beaucoup en ce moment de management 3.0. Finalement, on tend vers ça, c'est-à-dire de casser ces silos, donner plus de responsabilités aux gens, les laisser plus prendre de responsabilités. Je ne dis pas que c'est une condition nécessaire pour faire les microservices, mais si vous voulez aller jusqu'au bout, vous allez devoir y arriver. Vous allez devoir vous interroger, remettre en question culture d'entreprise. Donc c'est un point très important. Aussi, l'agilité. Là encore, pas nécessaire, mais ça va vous aider à aller un cran au-dessus. Donc que ce soit Scrum, Kanban, etc. Le fait de travailler par itération, d'avoir du feedback, donc de livrer des services rapidement, récolter des informations de vos clients, pouvoir s'adapter, proposer des nouvelles choses, etc., va faire en sorte que vous allez être très réactif.
Maintenant qu'on a vu les principaux points organisationnels, forcément, il y a les points techniques aussi. Concernant les points techniques, en fait, il y a 5 points qui me semblent importants, plutôt 4. En fait, le premier, c'est plutôt une sorte de bible, le 12 Factor App, pour ceux qui connaissent. Qui connaît cette page? Ok. En fait, c'est le CTO de Heroku qui a rassemblé plein de petits copains développeurs qui sont connus et plutôt bons dans le développement et la mise en place d'applications. Et ils se sont demandé si ils ne pouvaient pas identifier des points pour dire qu'est-ce qui fait qu'une application est bonne et très bien, suivant certains critères comme la maintenance, le fait de pouvoir réaliser souvent, pouvoir loguer, etc. Et du coup, de là, on est sorti 12 points. Donc, je ne vais pas détailler les 12 points, j'en ai repris quelques-uns, les 4 qui me semblent plus importants, mais on retiendra par exemple la notion de process, c'est-à-dire d'avoir des services qui sont sans état, très important si on veut scaler assez facilement. Gérer les logs, donc ça j'y reviendrai. Et pouvoir être tolérant à la panne, c'est-à-dire pouvoir démarrer des services très rapidement et pouvoir les éteindre aussi très rapidement et ne pas polluer le reste de votre système. Premier point qui est fondamental, donc là aussi Seven en parlait juste avant, l'automatisation. Pourquoi c'est important au final? Donc, vous commencez à développer des microservices, dont au bout d'un mois vous en avez un petit peu. Au bout de 3 mois, vous en avez un peu plus. Donc, vous pouvez tout vous palucher à la main, ça passe encore. Au bout d'un an, vous en avez beaucoup. Là, c'est hors de question de tout faire à la main. Vous devez obligatoirement automatiser. Pour automatiser, il y a un certain nombre d'outils que vous connaissez sans doute. Donc, je n'ai pas mis toute la liste. Puppet, Ansible et plus récemment SaltStack, qui vont vous permettre de pouvoir provisionner des machines et les applications dessus, donc que ce soit sur vos data centers ou sur le cloud, ça dépend de vos besoins. Associé à ça, vous allez avoir besoin d'outils d'intégration de continu, donc les plus connus Jenkins, XL Deploy et peut-être GoCD un peu moins connu de Southwark, donc qui vont vous permettre de lancer vos scripts Ansible par exemple et de provisionner vos machines et d'installer tout ce qu'il faut dessus. Donc si vous êtes capable de reproduire votre infrastructure, déjà vous avez gagné beaucoup de points. Autre point, la tolérance et l'isolation à la panne. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple d'une application classique donc qui gère des clients, des commandes et des factures. Mon application reçoit des requêtes. Donc j'ai un monolithe derrière. Donc tout ça, là, c'est un seul package. Donc tout se passe bien, a fait ce qu'on lui demande. J'ai beaucoup de requêtes. Et si je n'ai pas taillé suffisamment bien mon serveur, il s'écroule. Il s'écroule et j'ai tout perdu, ça ne fonctionne plus. La classique amélioration qu'on va faire, c'est qu'on va tout dupliquer. On va dupliquer tout ce monolithe-là. Bon, là, c'est un exemple très simple, mais imaginez des grosses applications. Ça vient vite cher, parce qu'on duplique toutes les machines qui vont avec, toute l'infrastructure qui coûte vraiment très cher. L'amélioration, ça va être de déjà casser ce monolithe, donc faire 3 ici services, et mettre ce qu'on appelle un système de circuit breaker. Circuit breaker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un disjoncteur sur lequel, lorsque vous avez un canal qui fonctionne bien, les requêtes passent. Et lorsque vous avez une erreur, donc une exception par exemple, vous déclenchez un autre canal qui va répondre automatiquement au client. Donc c'est important parce que le client qui a du feedback très rapidement, il sait où on en est. Il va, par exemple, s'il passe une commande sur un site web, s'il n'a pas de réponse, il va continuer de cliquer. Et s'il a une réponse, il va arrêter de cliquer sans doute et attendre s'il a un message propre, etc. Et d'un point de vue des développeurs aussi, c'est très important parce qu'il n'y a rien de pire pour un développeur d'avoir une application qui ralentit et on ne sait pas d'où vient la panne. Et des fois, le temps de la trouver, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est gagnant-gagnant dans tous les cas. Pour vous aider à mettre en place ce mécanisme de circuit breaker, il y a un certain nombre d'outils qui existent. Moi, j'ai un petit faible pour Istrix. Qui connaît Istrix dans la salle? Un petit peu. Donc, outil de Netflix qui permet donc de mettre en place assez facilement ce mécanisme de circuit breaker. Je sais que par exemple, dans Spring Boot, ils l'ont intégré. Et juste par des systèmes d'annotation, on peut dire s'il y a tel type d'exception, tu appelles une autre méthode et tu peux renvoyer un beau message d'erreur, par exemple.
Donc assez simple à mettre en place. En plus, ils ont poussé la chose un peu plus loin en proposant un dashboard, donc un exemple de dashboard que je vous ai mis là. On voit le trafic et voir si, typiquement ici, là, on voit que le circuit breaker a été activé, c'est-à-dire qu'il a dû avoir un problème, mais ça continue de tourner. Au moins, ce genre d'outil fait en sorte que le système ne s'arrête jamais. Je reviens juste dessus aussi rapidement. Il y a aussi un autre outil qui existe, mais qui est plus côté API, qui s'appelle Ribbon, toujours de Netflix, qui propose à peu de choses près la même chose, mais qui va un cran plus loin avec le load balancing et du cache. Autre point, la découverte de services. Vous allez devoir faire face à ça en microservices. Si donc je reprends toujours mon application qui est découpée. Donc là, j'ai 3 services. Si jamais je dois en déployer d'autres ou instancier les mêmes services, au final, sur quel host ils vont atterrir. Soit j'arrive à identifier facilement, c'est prédéfini, mais si vous voulez faire vraiment le microservice by the book, on va dire, vous avez un parc de machines et vous devez déployer et c'est transparent. Du coup, comment est-ce que vous savez quel host intervient et surtout si jamais vous devez faire communiquer les services entre eux. Premier outil, Eureka, toujours de Netflix, donc, qui est ni plus ni moins un catalogue de services. Lorsque vous allez déployer vos services ou instancier les mêmes services, ils vont s'abonner à ce catalogue-là et du coup, tous les petits copains ils vont savoir où ils se trouvent et se parler entre eux. Assez simple à mettre en place et très bien fait. Autres outils, là cette fois basé sur Docker, donc Mesos Marathon. Le principe, c'est d'envoyer des requêtes en HTTP sur un Mesos. Donc Mesos, rapidement, qu'est-ce que c'est? Il faut voir ça comme un data center, donc un parc de machines. Imaginons que vous avez une dizaine de machines. Vous envoyez votre requête et lui il va se charger de répartir le déploiement des instances sur son parc de machines avec Marathon. Si vous voulez plus de détails, il va y avoir une présentation juste après ce slot. Ici, donc j'ai des slaves qui vont se charger d'avoir ces applications. Donc ici, je vous ai mis l'exemple. Je déploie 2 instances de mon application commande. Mesos Marathon a choisi de le mettre sur le même slave. Ok, très bien. Par contre, mes instances de clients, il a choisi de les séparer, puisqu'il a jugé que sur mon premier slave, il y avait déjà assez de charge. Du coup, automatiquement, il est intelligent, il va répartir la charge. Mon service de facture, j'ai besoin d'une instance, il le met là, mais c'est arbitraire. Je vous ai mis un exemple pour vous montrer comment est-ce que c'est simple en fait, de déployer un service dans ce genre de système. Donc là, c'est un fichier JSON, hein, tout simplement. On lui donne un ID, on lui donne le nombre d'instances qu'on veut déployer, la CPU allouée, la mémoire, le nom de l'image Docker et le mapping de port. Pour ceux qui connaissent Docker et qui en ont fait, lorsque vous voulez sortir de votre conteneur pour communiquer avec le monde extérieur, c'est là où vous faites votre mapping. Vraiment très simple. Marathon propose un écran d'administration. Donc là aussi, pour piloter tout ça. Donc là, ici, c'est un exemple de services qui sont déployés. On retrouve les informations de mémoire, CPU et le nombre d'instances. Donc ici, on voit que j'ai une seule instance. Mais si par exemple, j'avais décidé de lui dire déploie-moi 4 instances de tel service, il va le faire automatiquement. Et la chose qui est vraiment très bien avec cet outil, c'est que si pour X raison, il y a un des slaves qui tombe, donc imaginons j'étais à 4 instances, je tombe à 2, il va demander à Mesos, Marathon va demander à Mesos, non, j'ai besoin de 4 instances, tu te débrouilles, mais tu m'en rajoutes 2. Tu te débrouilles comme tu veux. Et il va le faire. Donc ça s'auto-répare, entre guillemets. C'est très bien, très fiable comme outil, et c'est beaucoup utilisé. Il y a des systèmes de health check aussi pour voir si l'application a bien démarré, et on voit l'état. Dernier point, le monitoring. Point très important aussi. Pourquoi c'est important? Parce qu'au final, lorsque vous allez avoir beaucoup de services, ce qui va être intéressant d'analyser, c'est le trafic. Le trafic, comment vos messages passent par les services, à quel moment, et la volumétrie aussi, pour pouvoir avoir une idée de la charge qu'il faut mettre en place. Bien entendu, l'agrégation de logs, il est hors de question bien sûr, de loguer chacun de vos services, mais vous n'allez pas vous connecter sur chaque machine, regarder où sont déployés vos services, regarder les logs et voir après, machine suivante, le message il est passé par là. Du coup, une bonne idée, c'est de mettre un correlation ID unique sur toute votre application, toute votre architecture, et du coup, suivre vos événements. Pour vous aider, là aussi, il y a pas mal d'outils.
Donc Vector de Netflix, qui va vous permettre d'analyser la CPU et le trafic sur vos services. Le classique Elasticsearch Kibana, donc, qui va pouvoir, vous pouvez notamment mettre vos logs dedans et avoir des beaux dashboards. Et outil peut-être moins connu, Sensu Ichiwa, qui va vous permettre de monitorer votre infrastructure. Vous allez pouvoir surveiller vos machines et faire de l'alerting dessus, de la supervision. Très pratique. Quand je parlais d'analyse de trafic, Netflix a développé en interne ce genre d'outil. Donc c'est en D3JS pour information. Et donc ce que ça fait, c'est que là ici, vous avez avec les barres vos services. Et ben, on voit le trafic. C'est-à-dire que plus les lignes sont foncées, plus il y a de trafic entre les services. Et on voit assez facilement par où passent mes messages. Et on peut voir, si jamais il y a un problème, bah, où s'est arrêté le message. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ça fait partie des bonnes choses à mettre en place. Alors maintenant, je vous ai expliqué les challenges qui vous attendaient éventuellement si vous voulez vous lancer là-dedans. Je pense que demain, vous allez retourner dans vos entreprises, dans vos équipes, vous allez dire ouais, c'est bien beau, mais au final, moi, comment je fais pour le mettre en place dans mon système? Alors je vais vous proposer une façon de faire, c'est pas la façon de faire, j'insiste. On est parti. Alors ça paraît évident pour certains peut-être, mais je préfère le rappeler. Le but, c'est de toujours commencer par prendre la grande cartographie du système, mais commencer petit. Comme lorsqu'on construit une maison, hein, on fait un plan d'architecture générale avec tout le détail, etc. Mais on commence bien par poser la première brique. Ça va être pareil. Ici, ce que je vous propose, c'est de choisir un service. Au final, je pense qu'on a tous ce genre de service, au final, qui n'a pas de business value dans votre entreprise. Un service sur lequel vous n'allez pas perdre d'argent, entre guillemets. Et du coup, commencez par migrer ce service-là en mode microservice. Ce que je vous propose, du coup, c'est de prendre votre monolithe et de le faire arriver en microservice. Pour ça, il va y avoir deux façons de faire pour garder la cohérence entre nouveau et ancien système. Soit vous exposez tout par API REST, du coup vous communiquez avec le nouveau et ancien système par API REST. Soit vous mettez un bus d'événements entre les deux pour communiquer. Ça, c'est une question de compétences que vous avez et de choix techniques ou fonctionnels aussi. Du coup, je vous propose un plan de release qu'on va parcourir ensemble. Donc, premier point, identifier un pilote. Donc, je suis parti d'une hypothèse de prendre un service qui n'a pas trop de business value. Et ensuite, on va itérer à travers des releases plus ou moins longues. Donc, première release. Donc, vous commencez. Et en fait, pour moi, le point, un des prérequis, ça va être d'avoir cette boucle de développement, feedback. Donc, en rouge, on va avoir quelque chose qui est assez connu. Hein. On développe, on construit, on automatise les tests. Donc avec les outils comme je parlais avant, Jenkins par exemple, XLDeploy. Ensuite, avoir du déploiement. Donc là, on va l'automatiser petit à petit. Ensuite, avoir un cycle d'exécution en prod, avoir du feedback, s'adapter et faire des mises à jour. Donc ça peut paraître des cycles classiques. Peut-être que vous le faites déjà, hein, ce qui est très bien. Mais c'est un prérequis. Si vous ne le faites pas, déjà, à mon sens, vous allez avoir du mal pour faire la suite. Donc, je reprends mon application monolithique. Donc, j'ai mon gros serveur qui communique avec une base, avec un front qui reçoit beaucoup de requêtes. Donc, dans cette première release, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser mon monolithe en 3 services. Suivant les applications, ça peut paraître plus ou moins simple. Là, ici, je laisse une base de données, je laisse un front, pas de problème. À ce stade, déjà, un point qui est souvent sous-estimé, et peut-être on n'a pas trop l'habitude d'en faire, c'est tester les contrats. Donc, qui teste ces contrats actuellement? C'est pour ceux qui ont des API REST, par exemple. Voilà. Et dans la pyramide de test, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis en haut, parce que c'est limite même plus important que des tests IHM. En fait, lorsque vous allez être en microservice, vous allez exposer des API avec d'autres services, et du coup, potentiellement, qui va être appelé par vous ne savez pas forcément qui. Hein. Et du coup, si vous faites de la mise à jour, faut vous prémunir contre ça pour pas embêter les petits copains. Du coup, ne négligez surtout pas les tests par contrat. Et mettez-les en place.
Commencez à cartographier. Là, je vous ai mis l'exemple d'une application pas très grande. Donc déjà, on voit il y a quelques échanges entre les services. Ça permet de voir les flux, comment ils vont, et de limiter ainsi les trop de croisements. Si on voit qu'un service emmagasine trop de choses, il y a peut-être quelque chose à faire. Si vous le faites dès le début, au fur et à mesure, ça va vous simplifier la vie. Si vous le faites au bout de 50 services, vous n'avez jamais à avoir le courage de le faire. Vous allez vous dire, non, il y en a trop, je laisse tomber les flux, je ne comprends plus rien où ça va, etc. Donc c'est une des bonnes pratiques à faire dès le début. Après, va venir la question de savoir, au final, est-ce que mes services, je les mets sur un data center, sur du cloud, ou est-ce que je le containerise? Là, ça va dépendre de vos besoins fonctionnels. Si vous êtes sur un data center, on peut dire que c'est une application qui va vivre longtemps. Il n'y a pas beaucoup besoin d'évolution. Sur du cloud, on est sur une application qui va vivre un peu moins longtemps et aussi qui prend un peu plus de temps à être déployée. En conteneur, en fait, c'est un peu comme tout à l'heure Seven le disait, on est un peu en mode mouton. C'est qu'on s'en fout, on tue, on fait revivre. Voilà. Et c'est ce qu'on a besoin au final en mode microservice, c'est d'être très rapide. Du coup, si on veut scaler rapidement, c'est plutôt là-dessus qu'on va se diriger. Mais ça peut être des étapes. Vous pouvez le faire étape par étape. Le monitoring, donc là aussi nécessaire à mettre en place dès le début, du moins mettre en place cette mécanique dès le début va vous affranchir par la suite de tout ça. C'est-à-dire que vraiment, par la suite, vous allez vous concentrer que sur la mise en place des services, que vous allez avoir tous vos systèmes de monitoring. Du coup, ici, le classique Elasticsearch Kibana. Ici, j'ai mis du Logstash, mais il y en a d'autres. Hein. Et du coup, commencez à loguer vos services au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez toute cette mécanique. Quand vous allez ajouter de nouveaux services, vous aurez juste à brancher les logs sur ce système-là. Là, je parlais au niveau plus applicatif. Là, monitoring au niveau de l'infrastructure. Donc, sur Amazon, on a du CloudWatch donc pour faire de l'alerting sur ma consommation de CPU, de disque, de RAM, etc. Sensu Ichiwa, dont je parlais tout à l'heure, pour monitorer votre infra. Et Grafana pour avoir aussi des métriques de runtime. Tous ces outils-là, vraiment, ne les négligez pas. Si on fait un résumé de cette première release, ce qui est nécessaire pour démarrer votre chantier en microservices, ça va être d'une part l'intégration continue, les tests par contrat, contrôler ses dépendances pour pas que ça parte dans tous les sens, pouvoir livrer en production, commencer à automatiser ça, voir si on se lance dans l'aventure des conteneurs, et enfin, et surtout, monitorer et analyser. C'est vraiment ça qui va être le socle de votre système. Deuxième release. Donc là, je reprends mon application dans l'état où je l'avais laissé. Donc qui est découpée, qui se connecte toujours à une base de données. Là, par contre, je suis en mesure de scaler indépendamment mes services. Donc imaginons que j'arrive à une période de Noël, j'ai besoin d'absorber plus de charges. Et j'analyse que, par le monitoring que j'ai mis en place avant, que c'est mes services de commande des clients qui ont besoin d'être scalés. Du coup, je vais pouvoir ajouter ici dans mon exemple, j'ai 3 instances de commande et 2 instances de clients. Et facture, je la laisse à une instance où il n'y en a pas le besoin. Du coup, je peux vraiment avoir un niveau fin de scalabilité. Et aussi, ça me permet de réduire les coûts. Contrairement à tout à l'heure, ce que je vous montrais au tout début de la présentation, où j'étais obligé de dupliquer tout mon monolithe. Déjà, vous avez un peu plus de souplesse à cette deuxième release. Autre point, en fait, si on revient à la définition des microservices, je vous disais en tout début de cette présentation, on parlait de bounded context. Et en fait, là, on n'y est pas encore, bounded context. C'est-à-dire qu'on est au niveau service. Certes, on a répondu à cette problématique. Par contre, au niveau data, on n'y est pas. On voit que tous ces services-là tapent sur la même base de données. Donc, ils partagent des modèles de données hétérogènes. J'ai repris une citation du CTO d'Amazon qui dit qu'au final, les données ne doivent pas être partagées par les services. Ça n'a pas de sens. Du coup, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est séparer notre base de données en base de données séparées, attachées à chaque service. L'avantage principal, c'est que je vais pouvoir utiliser le bon outil qui va répondre aux bons besoins. Typiquement, disons que j'étais sur une base SQL classique auparavant. Là, ici, je me rends compte que mes commandes, au final, ça ressemble à de l'orienté document.
Du coup, suivant mes volumes, je peux partir sur de NoSQL avec du Couchbase ou MongoDB. Ici, mes clients, soit je reste sur du SQL, parce que c'est du relationnel classique, soit, suivant la façon dont je les modélise, ça peut être une base orientée graph en NoSQL. Et facture, on peut le laisser en SQL. Du coup, ça permet d'avoir cette homogénéité, mais qui répond vraiment aux besoins de mes services. Là aussi, ça apporte beaucoup de choses et beaucoup de souplesse. Et là, on répond ainsi à la définition du microservice vraiment. Et on se concentre vraiment, du coup, lorsqu'on doit modifier un service sur toute cette chaîne-là, et ce qui est mieux. Autre point, à ce stade, c'est que là, vous allez arriver à un stade où vous allez commencer à développer beaucoup de services au sein de votre organisation. Et il faut un minimum de conventions quand même. Sinon, chacun va faire à sa sauce ses microservices. Les API REST, chacun va faire à sa façon. Hein. Il y a énormément de littérature sur le sujet, énormément de débats. Du coup, là, ici, je vous ai mis un exemple du projet Ribbon de Netflix. Peut-être que vous avez déjà sur vos projets avec un README, hein, donc qui explique ce que fait le projet, des exemples de code. Je vous invite à faire ce genre de choses dans votre organisation. Donc pour montrer un peu la base de départ, comment est-ce que lorsque une nouvelle feature team par exemple arrive et va développer un nouveau service, comment est-ce que font mes petits copains pour que je m'aligne avec eux et garder un minimum de rigueur dans votre récit. Sinon, vous allez vite perdre pied. Du coup, si je résume cette deuxième release, vous allez être en mesure de savoir quand et comment créer des nouveaux services, donc savoir les scaler assez finement. Définir des règles d'isolation. Donc, est-ce que j'isole mes données? Est-ce que j'isole mes services? Et comment est-ce que je les découpe? Réduire la barrière d'entrée. Donc, ce que je disais, c'est mettre en place des conventions de code, d'organisation au sein de vos services. Et enfin, construire ce que vous pouvez supporter, c'est-à-dire mettre en place déjà, avec tout ce qui a été fait dans la première release, ensemble toutes ces bonnes pratiques DevOps et pouvoir automatiser encore plus tout ça. Alors, les releases suivantes, là, on passe à un cap supérieur. En fait, là, jusqu'à présent, on est arrivé à scaler les services. Maintenant, il faut pouvoir scaler l'architecture, si on veut vraiment être tolérant à la panne, résilient, etc. Et du coup, là, on va mettre du load balancing un peu partout, dupliquer les bases. Mais par contre, c'est là où les ennuis commencent vraiment. Parce qu'en fait, dans ce genre de système-là, ce qu'on ne voit pas souvent apparaître, enfin pour ceux qui n'ont pas l'expérience, c'est qu'on devient éventuellement consistant. Éventuellement consistant, ça veut dire que les transactions, enfin le mythe de la transaction distribuée qui est nickel partout, ça n'existe pas. Enfin, faut être franc. Il y en a qui ont essayé, il y en a peut-être qui arrivent. Perso, j'ai jamais vu vraiment bien fonctionner ce genre de système. Pour ceux qui connaissent le théorème de Cap, c'est un triangle qui met le lien entre la disponibilité des applications, la consistance des données et la tolérance au partitionnement. Du coup, le théorème dit qu'en fait, il est impossible de faire en sorte que ces 3 points soient au maximum soient bien faits, et il faut faire le choix entre 2. Et dans ce genre d'architecture, vous allez arriver à ce genre de problématique. Suivant votre domaine fonctionnel, vous allez plus accentuer la disponibilité ou la cohérence des données, à voir. Après, il y a plusieurs modes, plusieurs façons d'améliorer cette architecture. Par exemple, notamment au niveau base de données, on parle souvent de CQRS. Donc CQRS, par exemple, ça va être, j'ai un modèle pour écrire et un modèle pour lire. Mais là aussi, on est éventuellement consistant dans le sens où, au moment où j'écris une donnée, elle ne va pas être forcément disponible en lecture tout de suite. Il faut pouvoir... est-ce qu'on accepte ce temps de latence, entre guillemets? Il y a des systèmes qui l'acceptent, d'autres pas. C'est à vous de voir. L'infrastructure. Donc, je pense qu'on en a beaucoup parlé au cours de cette journée. Ce n'est pas la première présentation où vous voyez ces outils-là. Avec l'architecture que je viens vous présenter, je vous ai montré du load balancing de partout, de la duplication, etc. Va falloir tester cette architecture-là. Et une architecture comme ça peut devenir assez vite complexe. Du coup, Netflix aussi a eu la très bonne idée de mettre Simian Army et plus particulièrement Chaos Monkey. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous lui donnez votre parc de machines, toutes les machines que je vous ai montrées juste avant, tous vos services, vous lui donnez tout ça.
Et lui, automatiquement, il va se charger de killer les machines physiquement. Et vous allez voir si votre archi tient. Donc, pour ceux qui étaient au Rex d'Ingenico ce matin, chez Ingenico, on a mis cet outil-là en place. La première fois qu'on l'a mis en place, on pensait que notre archi était solide. Et ben non. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est quelque chose à mettre en place. Mais même si vous ne vous lancez pas dans ce genre d'architecture, hein, utilisez cet outil vraiment. Il est très simple à mettre en place. La gestion des mises à jour. Donc, point qui peut être délicat. Donc, effectivement, là, j'ai mon gros système. Lorsque je mets à jour, comment est-ce que je suis sûr que je ne vais pas exploser mon système? Comment est-ce que je suis sûr que je ne vais pas envoyer un message polluant dans mon système qui va faire en sorte que je vais potentiellement killer mes autres services? Une des pratiques, ça va être donc déjà faire des tests unitaires, des tests de régression, c'est la base. Il y a un type de test que j'aime bien, c'est le canary testing. Qui connaît ou qui pratique le canary testing? Pas beaucoup. En quoi ça consiste? Ça consiste à, imaginons, j'ai mon service de commande, je fais une mise à jour dessus, je vais le déployer, mais par contre, je vais l'ouvrir à 1% du trafic. Je vais laisser 1% de mon trafic dessus. Donc, je vais limiter la casse. Je vais mesurer. Donc, il y a des outils de mesure. Par exemple, Vector, que je vous montrais tout à l'heure, va le faire. Ou aussi, il y a Asgard de Netflix, pour ceux qui connaissent. Asgard permet justement de régler l'ouverture du trafic. Et vous allez mesurer, vous allez ensuite ouvrir peut-être à 3%, 5%, mesurer, et vous allez voir le taux d'échec, s'il y en a, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, lorsque vous jugez que c'est acceptable, disons 30%, là, vous faites la bascule en production et vous mettez à jour. C'est une façon de faire, il y a d'autres façons de faire, il y a notamment l'A/B testing aussi, je pense que c'est peut-être plus connu, le feature flag aussi, où on va ouvrir à certains utilisateurs certaines portions de fonctionnalités. Il y a un autre cas aussi que vous allez devoir gérer, c'est dans le cas des API REST, gérer le versionning des API. Comment est-ce que je gère plusieurs versions de mes services? Comment est-ce que je sais que je ne vais pas aussi exploser la compatibilité avec mes petits copains? Donc, stratégie habituelle, j'ai envie de dire, c'est de faire une API en V1, V2. V2, les services commencent à l'utiliser. La V1, on la laisse et puis on prévient les petits copains que bientôt ça va partir. D'où le fait je reviens sur le challenge organisationnel, de bien s'organiser au niveau communication. Parce que sinon, vous allez, comme dans la plupart des services, vous allez vous traîner avec plein de services en production et vous n'allez plus savoir lequel il faut utiliser. En résumé, arrivé à ce stade, vous allez être en mesure de scaler votre architecture, aller un cran plus loin. Tester votre infrastructure, là aussi c'est un prérequis, c'est très important, sinon vous allez droit dans le mur. Vous allez pouvoir voir si vraiment c'est tolérant à la panne, résilient. Mettre en place des stratégies de mise à jour. Donc je vous ai montré des outils, je vous ai montré des façons de faire. Donc le canary testing est une très bonne approche. Pour ceux que ça intéresse, Netflix a fait énormément d'articles dessus. Et ils ont créé des outils maison. Je crois qu'ils sont en passe ou ils l'ont fait de les mettre en open source. Donc ils ont pas mal d'indicateurs. Justement, Yves Cazot en parlait ce matin. Il faut mesurer, il faut tout mesurer. On est dans ce cas-là, il faut vraiment tout mesurer. Donc encore une fois, je reviens sur le fait d'avoir fait du monitoring en amont. Vous allez être en mesure de pouvoir récolter toutes ces métriques-là et de voir comment vous pouvez faire vos mises à jour. Pour conclure, en fait, dans la nature, il y a des animaux qui arrivent très bien à faire du microservice, mine de rien. Je vous ai donné un exemple. Lorsqu'on commence petit, ça marche très bien. Il faut bien s'organiser. Donc, par exemple, il y a ici l'exemple des fourmis, elles sont connues pour être très bien organisées, elles sont nombreuses. Hein. Certains vont dire que c'est de la SOA déguisée. J'ai eu pas mal de débats avec beaucoup de clients sur oui, c'est bien beau, mais il y a 15 ans, la SOA me promettait pareil. Il y avait beaucoup d'outils, tout le monde s'y est mis dedans et ça a été un échec. À ça, moi, je réponds que en fait, ce qui se passe, c'est que on a appris de nos erreurs. Ce qui s'est passé avec la SOA, je pense que ça a été la douche froide. Du coup, on sait ce qu'il ne faut pas refaire, on sait ce qu'il faut faire. En plus, la maturité des technologies, la maturité, par exemple, de l'agilité,
fait que on est en mesure de pouvoir réagir plus rapidement qu'à une certaine époque. Et du coup, si vous vous lancez dedans, mon conseil, c'est de commencer petit, utiliser les quelques outils que je vous ai montrés, et je pense que ça devrait aller. Merci. Si vous avez des questions. Oui. En fait, il y a des outils, j'ai plus le nom en tête, malheureusement, j'ai oublié. Il y a un outil de Southwork qui permet justement de tester toutes tes API REST, notamment, de tester tes contrats, notamment tes fichiers Waddle ou WSDL, et du coup de voir quand tu fais des montées de version si tu n'as pas tout pété, mais d'automatiser ça vraiment. Si tu veux, je te retrouverai le nom après, mais il y a des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui ne sont pas connus, mais vraiment qui sont très importants, encore une fois, j'insiste. Oui, voilà, par exemple. Mais automatiser ça. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas assez. Enfin, moi, de ce que je vois dans la majorité des projets. Là, justement, il faut un peu apprendre à l'anticiper, parce que sinon, là, c'est un système simple que je vous montre, mais il faut imaginer un système. Si vous regardez vraiment l'arbre de dépendance de Netflix, si vous mettez un jour un contrat, typiquement, il faut pouvoir l'anticiper. C'est pour ça, ça peut paraître paradoxal, certes, mais il faut le faire. Généralement, la base de données, tu la scales déjà, tu la dupliques, hein. Tu laisses pas une base de données toute seule, ne serait-ce que au-delà de la charge pour la réplication des données. S'il y en a une qui tombe, naturellement, tu vas le faire. Oui, 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 oui. C'est une façon de faire. Soit tu fais ça, soit tu fais une même base de données pour tes différents services, et après, il y a un job qui va répliquer automatiquement sur une autre base, que tu peux reprendre par la suite. Alors, un microservice, en fait, la règle que j'aime bien, c'est la taille, c'est ce qui peut rentrer dans ta tête facilement, ce que tu peux retenir dans ta tête facilement. C'est-à-dire que, fonctionnellement parlant, tu vas découper en domaines fonctionnels, et faut que ça rentre dans ta tête. Si ça rentre pas dans ta tête facilement, c'est-à-dire que c'est trop gros, il faut que tu redécoupes. Il n'y a pas de règle précise, il n'y a pas de taille. Mm. Ouais. Oui. C'est effectivement parce que bon, en une heure c'est compliqué. L'aspect sécurité, effectivement, après il y a des notions de droit. Est-ce que qui a le droit d'appeler mon service, etc. C'est bien ça, non? Là, ça passe par de l'API management, par exemple. On peut mettre en place une petite surcouche pour faire de l'API management et avec des notions de droit. Ça peut être ça. Je sais pas si ça répond. D'autres questions? Non. Merci à tous.